fait. Vous savez, je crois qu'en relation internationale, on peut dire qu'il y a des conflits fondateurs. C'est-à-dire des conflits qui viennent en quelque sorte conditionner, surtout par leur longue durée, leur pérennité, tout l'avenir d'une région et d'une grande région du monde. Et peser sur tous les développements intérieurs et extérieurs des États qui l'entourent. Et de ce point de vue, le conflit israélo-palestinien est emblématique. Je dirais pour trois raisons. La première, c'est que la manière dont ce conflit s'est installé a durablement plombé la diplomatie américaine dans la région. C'est-à-dire que, du fait de leur soutien à Israël, qui semble, comme je disais il y a un instant, incontournable, non modifiable, les États-Unis n'ont pas de marge de manœuvre diplomatique avec les États du monde arabe, et on pourrait même dire de façon plus générale les États du monde musulman. Et si on mesure, si on étudie l'anti-américanisme dans le grand Moyen-Orient, c'est-à-dire là, je vais non seulement jusqu'à l'Iran, mais même jusqu'au Pakistan, peut-être Indonésie, Malaisie, c'est-à-dire tout ce sud dans lequel l'islam compte, la solidarité avec la cause palestinienne l'emporte sur tout le reste. Et s'il y a un anti-américanisme si prononcé, si durable dans cette région, qui bat des records dans les scores d'anti-américanisme, le conflit israélo-palestinien, la solidarité Washington-Tel Aviv y est pour beaucoup. Donc les États-Unis perdent leur marge de manœuvre. Ils auraient pu, d'un certain point de vue, les États-Unis, beaucoup bénéficier du printemps arabe. D'abord parce que Barack Obama, plus intelligemment que les dirigeants européens, a accueilli les premiers soubresauts du printemps arabe, et aussi parce qu'il y avait dans ce printemps arabe, il y a toujours une aspiration à la démocratie, à la liberté, des valeurs que les États-Unis aiment bien relayer. Et si finalement les États-Unis en ont peu profité, c'est parce qu'il reste cette méfiance à l'égard de la diplomatie américaine et du jeu que celle-ci joue au Proche-Orient. Et même chez les alliés les plus fidèles des États-Unis, je pense à l'Arabie Saoudite, il y a une ambiguïté qui demeure. Et dans la tête des dirigeants pourtant très conservateurs de l'Arabie Saoudite, les États-Unis sont toujours regardés aussi comme l'allié d'Israël. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que la cause palestinienne est devenue en quelque sorte emblématique, certainement dans le monde arabe, de tous les processus d'émancipation. C'est-à-dire que tous les processus d'émancipation se font dans le miroir, en quelque sorte, de cette révolution palestinienne. Il ne faut pas oublier qu'elle dure quand même depuis 2/3 de siècle. Et du coup, on retrouve dans les comportements, dans les thématiques, dans les réseaux de solidarité, dans les alliances, le lien qu'il peut y avoir entre les mouvements palestiniens et le Hezbollah, par exemple, mais au-delà de ça, avec tous les autres mouvements de libération, sont des liens importants et qui font que la révolution palestinienne, qui n'aboutit pas, vient en quelque sorte irriguer jusqu'en Afghanistan. Jusqu'en Afghanistan. Et puis il y a une troisième raison, c'est que finalement les alignements ont toujours tendance à se faire en relations internationales en fonction des questions qui durent, c'est normal, on va toujours du connu vers l'inconnu. Donc il y a un point fixe qui s'est établi au Proche-Orient et qui fait que jamais la question libanaise, qui pourtant a une spécificité très forte, ne pourra être prise en compte indépendamment de la question palestinienne. Et continuons dans cette logique. L'Irak, le Golfe, on voit bien le lien très, très fort qu'il peut y avoir. Au-delà de ça, d'ailleurs, je pense que c'est toute l'entrée du grand Moyen-Orient dans la mondialisation qui est en cause. On voit bien qu'avec le printemps arabe, avec la sortie de la bipolarité, le Moyen-Orient se repositionne.
le Moyen-Orient, pendant la guerre froide, c'était d'une part le camp pro-soviétique, on retrouvait la Syrie, l'Égypte de Nasser, l'Irak, ou le camp pro-occidental, on retrouvait la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les États du Golfe. Bon, ça c'est fini, il faut penser à un autre alignement. Et avec l'accélération des communications, le monde arabe, et d'une façon générale le grand Moyen-Orient, organise en ce moment son entrée dans la mondialisation, et ces mondes nouveaux le font en se définissant non seulement négativement à l'égard des États-Unis, mais probablement négativement à l'égard de l'Occident, et probablement encore plus négativement à l'égard du Nord, au nom justement de ce conflit qui continue à faire souffrir, qui n'est pas résolu, et dont on a le sentiment, comme je disais tout à l'heure, que les grandes puissances n'en ont cure. Et donc, voilà, nous nous retrouvons par la faute d'un entêtement incroyable de la dite communauté internationale face à cette pente irrémédiable qui conduit cette grande région du monde, certainement son opinion publique, et très probablement ses élites et ses dirigeants, vers un anti-occidentalisme viscéral. Il serait tellement facile pour le monde occidental de se réconcilier avec ses propres valeurs de liberté, d'autodétermination des peuples, de droit des nations, de droit des peuples, en obligeant Israël à se conformer à ces valeurs et en faisant en sorte que le peuple palestinien ne soit pas le dernier, l'ultime peuple colonisé de la terre. L'Occident serait en règle avec lui-même, il gagnerait en influence, en crédibilité, et donc probablement pourrait-on enfin entrer dans la phase de la grande réconciliation entre le Grand Moyen-Orient ou entre le monde arabe